Bonjour, alors aujourd'hui on va avoir un petit développement qui passe bien, je trouve. Je l'aime bien parce que on va analyser des homéomorphismes de R, donc c'est de l'analyse, mais c'est avec un regard de groupiste, c'est-à-dire qu'on va regarder ça comme un algébriste qui regarde un groupe, qui étudie un groupe avec sa façon, sa démarche pour étudier un groupe, classe de conjugaison, quels sont les ordres, y a-t-il des morphismes, etc. etc. Voilà. Mais pourtant, l'objet de base, le corpus, bah, c'est de l'analyse. Hein. Ce sont des homéomorphismes de R. Donc il n'est pas plus analytique que ça. Vous pouvez trouver ça dans Carnet de voyage en analysant. Tout ce que je vais raconter, là, c'est dedans. Alors donc voilà, on commence. Soit j'ai l'ensemble des fonctions de R dans R qui sont des homéomorphismes. Alors pour la loi rond, G est un groupe. Alors oui, parce que quand on compose deux homéomorphismes de R, bah, ça donne bien un homéomorphisme de R. Ce qui fait penser un petit peu à Sn, le groupe des permutations, ou le groupe des permutations même d'un ensemble X. Sauf que là, c'est un groupe de permutations qui respecte une structure topologique. Bien. Et dans S de X, on sait qu'il y a un morphisme qui va de G, bon, de Sn de X, dans 1 moins 1. Donc il y a ce qu'on appelle la signature. Là, ici, il va y avoir aussi une forme de signature, c'est-à-dire, c'est tout simplement être croissant ou être décroissant. Bon, donc, regardez comment je vais le dire. G plus l'ensemble des f dans G tel que f est croissant, alors G plus est un sous-groupe distingué d'indice 2 dans G. Donc du coup, ça va rentrer dans une liste de groupes qui ont cette même propriété avec un sous-groupe d'indice 2. Je vous rappelle, parce que je le mets ici, vous avez R étoile, vous avez le signe, d'accord? Donc vous avez un morphisme, c'est la règle des signes, qui va vers plus ou moins, ou vers 1, moins 1, qui a un positif donne plus, qui a un négatif donne moins. Vous avez Sn, d'accord, où vous avez la signature, GLN de R aussi, où vous regardez le signe du déterminant, et vous avez ON de R avec le déterminant, qui est égal à plus ou moins 1. Voilà. Donc ici, vous avez toujours des morphismes surjectifs sur 1 moins 1, et G, le groupe des homomorphismes de R, ne va pas déroger à la règle. Donc comment on montre ceci? Eh bien, bon, je vais le montrer. D'abord, il faut bien savoir que F étant un homéomorphisme de R, forcément, F est soit strictement croissant, soit strictement décroissant. Alors ça paraît une évidence, je trouve que dans les livres, et souvent quand on pose la question à un candidat, c'est un petit peu fait à la légère. Ce que j'appelle à la légère, c'est que si F est croissant et décroissant, alors forcément, on a un AB où c'est croissant et un BC où c'est décroissant. Et après, bon, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que ce n'est pas possible. Non, là, non. Effectivement, avec un peu de savoir-faire, on arrive à se ramener à A, B, C. Mais dit comme ça, c'est faux. Parce que ça ne vient pas, le fait de ne pas pouvoir avoir ça ne contredit pas le fait d'être croissant ou décroissant. Regardez ce que ça veut dire d'être croissant ou décroissant. Ça veut dire que si je prends A strictement inférieur à B et C strictement inférieur à D, donc il faut que je prenne 4 éléments et non pas 3, alors FB moins FA, qui est non nul, évidemment, puisque F est injective. Donc, cette différence et cette différence, F de D moins F de C, sont de même signe, toujours. Donc, si ce signe est croissant, si ce signe est plus, ce sera croissant, si ce signe est moins, ce sera décroissant. Mais en tout cas, ce sera de même signe. Donc, pour le montrer, il faut montrer que le produit des deux est strictement positif. Voilà. Donc, pour le faire proprement, ce que je fais, c'est que je crée un chemin x de t qui va de C vers A,
d'accord, donc vraiment le segment, d'accord, et de la même manière, y de t, c'est un chemin, donc t va de 0 à 1, hein, qui va de d à b. Et je construis le chemin gamma de t, qui est égal à f de y de t moins f de x de t, facteur de f de d moins f de c, de sorte que c'est un chemin, bah, évidemment, continu. Gamma est continu. Gamma de 0, bah, en 0, ça va faire CD, donc on va avoir f de d moins f de c, facteur de f de d moins f de c, donc c'est au carré. Étant donné que ça c'est non nul, parce que f est injective, donc c'est strictement positif, parce qu'on est sur R. Et maintenant, on regarde gamma de 1, donc on va avoir B ici et A respectivement, donc on va avoir f de B moins f de A, facteur de f de D moins f de C. Alors, si jamais ces deux-là n'étaient plus de même signe, ça, ce serait strictement négatif. On aurait gamma de 0 qui est strictement positif, gamma de 1 qui est strictement négatif. Donc, comme gamma continue, ça passerait par 0. Comme ceci serait nul, avec ça, bah, non nul, bah, forcément, ceci serait nul. Donc, on aurait ceci nul pour un T0 dans 0,1. Voilà. Mais ça, si je dois calculer combien ça vaut, c'est très facile de voir que c'est T0 B-A plus 1 moins T0 D moins C. Mais ça, regardez, comme B-A est strictement positif, D moins C est strictement positif, et T0 est positif, 1 moins T est positif, et 1 des deux est strictement positif, donc ça, c'est strictement positif, donc ce serait impossible de l'annuler. Voilà. Donc, moralité, là, on a bien montré que f est soit strictement croissant, soit strictement décroissant. Et on a un morphisme, signature, en quelque sorte, hein, une espèce de signature, qui va de g dans 1 moins 1, c'est une règle des signes. Si on a f croissante, on envoie sur plus, sur 1, et si f est décroissante, on envoie sur moins, et bon, la règle de croissance fait que c'est bien un morphisme. Voilà. Maintenant, G+, évidemment, va être le noyau de ce morphisme. Et donc, G+, va être un sous-groupe distingué, puisque c'est un noyau, et d'indice 2, puisque le quotient est de cardinal 2. Voilà, dans G. Donc, dans la démarche de regarder l'ensemble des homéomorphismes de R comme un groupe dans la loi rond, on va se poser la question d'abord, est-ce qu'on a des éléments d'ordre fini? Est-ce qu'on a des éléments d'ordre fini à un ordre quelconque? Par exemple, peut-on avoir des homéomorphismes d'ordre 3, d'ordre 5, d'ordre 4, etc. Bon. Donc, on va voir que la réponse est non. Hein. On ne peut avoir que des homéomorphismes d'ordre 2 ou 1, évidemment. Mais ça, dans ce cas-là, c'est l'identité, hein, forcément. Alors, regardons. Si f est non trivial, voici un énoncé, d'ordre fini, non trivial, donc ce n'est pas l'identité, et d'ordre fini, alors f est décroissante et d'ordre 2. Alors, voici la preuve. C'est très simple. Hein. Si f est croissante, strictement croissante, évidemment, parce que c'est un homomorphisme, et d'ordre d, et donc d'ordre d, donc si c'est non trivial, donc c'est d'ordre d strictement supérieur à 1, on va supposer que x est strictement plus petit que f de x. De toute façon, soit x est strictement plus petit que f de x. Donc on pose x, hein, on fixe un x, d'accord? Et on suppose que x est strictement plus petit que f de x. On pourrait aussi avoir x strictement plus grand que f de x, évidemment. Alors, dans ce cas-là, bah, en appliquant le fait que f est croissante, strictement croissante, je vais avoir que f de x est strictement plus petite que f 2 de x. Hein. Donc j'ai x plus petit que f de x, plus petit que f2 de x, c'est par récurrence, plus petit que f3 de x, etc. jusqu'à fd de x, mais qui est égal à x. Donc là, on arrive à une absurdité. Et de la même manière, si j'étais parti de x strictement supérieur à f de x, eh ben, j'aurais une suite strictement décroissante qui irait de x vers x, et on serait devant une absurdité. Donc, on ne peut pas avoir une fonction croissante d'ordre d strictement supérieure à 1. Parce que d'ordre 1, évidemment, vous avez l'identité. Ici, f est donc non trivial d'ordre fini, ça veut dire que f est décroissante. Donc f est décroissante d'ordre fini, mais maintenant f2, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, est croissante, et d'ordre fini, puisqu'on a mis au carré f qui est d'ordre fini.
Donc f2, d'après ce qu'on a vu, est forcément égal à l'identité. Donc ça veut dire que f est d'ordre 2, puisque f est différente de l'identité. Voilà. Alors, juste deux petites remarques. D'abord, ça veut dire quoi d'ordre 2? Vous voyez un exemple de fonction décroissante, on peut en construire comme on veut, parce que ça veut dire, comme f est d'ordre 2, ça veut dire que si f de x est sur le graphe, d'accord, vous avez un point sur le graphe, alors f de x est sur le graphe, puisque f de x, ça fait x, puisque f2 est égal à l'identité. Donc ça veut dire que le graphe est symétrique par rapport à la première bisectrice. Et c'est ainsi et seulement si. Donc vous allez avoir des fonctions comme ceci, que vous pouvez construire. Il faut bien que ce soit décroissante, que la limite ici aille vers plus l'infini en moins l'infini, et moins l'infini forcément en plus l'infini, et avec évidemment un point fixe unique. Voilà. Une autre remarque, donc finalement ça veut dire qu'on peut en construire des tas, des fonctions comme ça, autant qu'on veut. Et maintenant, une dernière remarque, si je remplace ici R par C, alors j'aurai un groupe d'homéomorphismes de C dans C qui, lui, possède des éléments d'ordre fini pour tout ordre donné. Il suffit de se donner oméga, une racine primitive énième de l'unité, et vous avez l'application de C dans C qui à Z donne oméga Z, qui va être forcément d'ordre N. Voilà. Et qui va être un homéomorphisme, ça c'est clair pour tout le monde. Donc voilà déjà une différence fondamentale entre R et C. Voilà, on va continuer, et maintenant, ce qu'on va montrer, c'est que ces éléments d'ordre fini, et non triviaux, forment une seule classe de conjugaison. Voilà. Alors donc, on va montrer la chose suivante, c'est que les éléments non triviaux d'ordre fini forment une seule classe de conjugaison. On avait vu que les éléments non triviaux d'ordre fini sont forcément des homéomorphismes décroissants d'ordre 2. Alors donc ça veut dire qu'on va prendre deux homéomorphismes décroissants d'ordre 2, alors il va falloir montrer qu'il existe phi, qui est dans G, qui est un homéomorphisme évidemment, pour que ce soit une classe de conjugaison, tel que phi rond G rond phi moins 1 est égal à f. Alors évidemment, par transitivité, on se ramène à un G particulier, et le G particulier, donc l'élément de forme normale dans la classe de conjugaison, ça va être forcément l'homéomorphisme iota, tel que iota de x égale moins x. Alors effectivement, iota de x égale moins x, si vous voulez son graphe, c'est la deuxième bisectrice, il est évident que c'est un homéomorphisme de R dans R d'ordre 2. C'est ça qu'on va montrer. Si f est d'ordre 2, alors f est conjugué à iota. Et ça montrera notre assertion. Bon, donc là, on a f qui est décroissante d'ordre 2. Comme f est décroissante, f possède un unique point fixe x0. D'accord, bon, ça c'est assez clair. Comme f est décroissante et c'est un homéomorphisme, ça va aller de plus l'infini vers moins l'infini. Et donc, quand on va regarder l'application qui a x donne f de x moins x, ça va aller aussi de plus l'infini vers moins l'infini. Ça va être continu, strictement décroissant, et donc il va y avoir un unique 0 donc, pour cette fonction, donc un unique point fixe x0 pour f. Donc maintenant, je vais construire phi de la manière suivante. Phi de x est égal à x plus x0 si x est strictement positif. Phi de x est égal à f de phi de moins x si x est strictement négatif. Et bon, par exemple, donc si x égale 0, eh bien, je vais prendre phi de x égale x0. Voilà. Alors, j'affirme que phi appartient bien à G, d'une part, donc ça, ce qui n'est pas tout à fait trivial, surtout qu'on a défini phi sur deux intervalles, et que phi rond iota rond phi moins 1 est égal à f, ce qui fait que iota va bien être dans la même classe de conjugaison que f pour G. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que phi appartient à G. Donc il faut montrer que phi est continue, strictement croissante, surjective. D'accord? Donc ça établira qu'on a bien un homéomorphisme.
Alors phi est continu, c'est continu sur R plus étoile, sur R moins étoile, ça c'est clair, comme composé ici de fonctions continues. Maintenant, il faut regarder si c'est bien raccord en 0. Donc maintenant, est-ce que c'est continu en 0? En 0 plus, la limite, vous voyez, donc en 0 plus, on regarde cette formule, donc la limite c'est x0. En 0 moins, on regarde cette formule, mais ça va devenir 0 plus, donc ça va devenir x0, et on a f de x0, mais justement on a choisi x0 comme étant un point fixe, donc f de x0 c'est égal à x0, et donc finalement phi de 0 plus et phi de 0 moins coïncident, ce qui fait que ça va être continu en 0, et donc continu sur R tout entier. Maintenant c'est strictement croissant, oui. Maintenant que c'est continu en 0, il suffit de montrer que c'est strictement croissant sur R plus étoile et que c'est strictement croissant sur R moins étoile. Et sur R plus étoile, c'est évident que ça c'est strictement croissant. Et sur R moins étoile, comme x donne moins x est décroissante, phi, là c'est phi, c'est la restriction de phi sur R plus étoile, donc ça c'est strictement croissant d'après ce qu'on a dit, et f est décroissante. D'accord? Donc on a du décroissant, croissant, décroissant, donc ça fait du strictement croissant. Donc phi est strictement croissante, entre autres elle va être injective. Donc maintenant phi va être surjective, oui, puisque phi est continue, il suffit de montrer qu'elle va de moins l'infini vers plus l'infini, et effectivement, c'est le cas, quand x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, et donc ça va tendre vers moins l'infini, que f est décroissante et que c'est un homéo. Et là, ici, ça c'est clair que quand x tend vers plus l'infini, ceci va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc phi est bien un homéomorphisme. Bon, ça, on a des théorèmes pour ça, qui permettent de nous établir tout cela. Maintenant, il faut encore montrer que phi rond iota rond phi moins 1 est égal à f, c'est-à-dire que, quel que soit y, donc ici, je veux que phi rond iota soit égal à f rond phi. Donc phi rond iota, ça veut dire que phi de moins y, parce que iota, c'est x donne moins x, donc phi de moins y doit être égal à f de phi de y, quel que soit y. Alors commençons par y positif. Si y est positif, regardons ici la définition. On pose y égale moins x avec x négatif, puisque y est positif, et j'ai bien la formule par construction. Maintenant, si y est négatif, alors il faut montrer ça pour y négatif, eh bien, je n'ai qu'à passer f de l'autre côté, comme f est d'ordre 2, c'est là qu'on s'en sert, on va avoir f de phi de moins y est égal à phi de y, et oui, pour y négatif, c'est exactement cette formule-là, en remplaçant x par y, ici. Voilà, donc on a tout ce qu'on veut, et on vient de montrer qu'il n'y avait qu'une seule classe de conjugaison. Alors une dernière chose dont on va parler, je vous laisserai la preuve, de compléter la preuve, de toute façon c'est exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'il existe une unique classe de conjugaison dans G de fonctions sans point fixe. D'accord? Donc forcément, les fonctions sans point fixe sont croissantes. Vous en avez comme ceci ou comme cela, d'accord? Et bon, on peut imaginer, le tout c'est qu'elle soit croissante comme ça, qu'elle aille de moins l'infini vers plus l'infini, et qu'elle ne touche pas la première bissectrice. Donc vous voyez que ça va aller de deux côtés. Alors, comment on va faire pour montrer ce truc-là? Eh bien, d'abord, la forme normale qu'on a vue tout à l'heure, c'était iota de x égale moins x. Là, ici, la forme normale, ça va être tout simplement x donne x plus 1. D'accord? Donc, x donne x plus 1, qui effectivement est un homéomorphisme croissant, et évidemment, sans point fixe. On va se ramener, on va ramener toutes les fonctions comme ceci, f, qui sont sans point fixe, à cette forme normale-là, en conjuguant par un phi dans G. Alors, regardez, si f est sans point fixe, f de 0 n'est pas égal à 0. D'accord? Donc il est
puisqu'il n'y a pas de point fixe. Donc il est soit strictement positif, soit strictement négatif. S'il est strictement négatif, ben, on peut conjuguer par iota et obtenir f de 0 strictement positif. Donc là, ça c'est voilà, hein, ça c'est facile. Je vous laisse vérifier, hein, je vous laisse remplir l'épreuve. Hein. De toute façon, c'est dans le carnet de voyage en analyse temps. Donc on se ramène à f de 0 strictement positif. Maintenant, on regarde la fonction phi. Alors, cette fois-ci, phi ne va pas être comme tout à l'heure construite sur deux intervalles, c'est-à-dire là c'était R+, et R- étoile. Là, ça va être sur des intervalles de type alors n plus 1. Voilà. Alors regardez, phi de x, déjà sur 0,1, ça va être f de 0 x. On va avoir une fonction qui va, bon, qui va être comme ceci. Alors attention, elle va avoir un point fixe, hein, mais ça, c'est pas grave. C'est f qui n'a pas de point fixe, hein, phi. Donc ça va être une fonction comme ceci ou comme cela, hein, mais croissante. Voilà. Et on va poser maintenant pour tout x dans R, hein, quel que soit x dans R. Regardez, phi de x, c'est f, alors, partie entière de x. Donc ici, ça veut dire que on itère, donc si partie entière de x est positif, on itère, on pose partie entière de x égale n, et on itère f n fois, et si partie entière de x est négatif, c'est f-1, comme f est un homéomorphisme, hein, il y a f-1, et on peut itérer f-1 moins n fois. Donc ici, f partie entière de x, 2, ben, phi de x moins partie entière de x, parce que x moins partie entière de x va bien être dans cet intervalle, donc je peux sortir ce truc-là, ça va être f de 0 fois x moins f de 0 fois partie entière de x. Voilà. Alors, bon, je vous laisse le démontrer, vous pouvez regarder dans le carnet de voyage en analyse temps. Phi appartient bien à G, et phi moins 1 rond f rond phi est égal à notre homéomorphisme de forme normale x plus 1. Voilà. Donc toutes ces fonctions-là sont dans la même classe de conjugaison. Alors attention, hein, il y a quand même une infinité de classes de conjugaison dans G, hein, mais voilà, hein, on a fait un petit tour de cette vision de groupiste, hein, sur des homéomorphismes de R. Après, on peut regarder pour les homéomorphismes du cercle, les homéomorphismes de C. Bon, on l'a déjà fait pour R.